Comprendre les gaps, comprendre les trous de cotation. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo, une vidéo éducative pour tous les investisseurs débutants en bourse. On étudiera donc ces fameux trous de cotation, ceux qui sont importants, ceux qui le sont beaucoup moins. Vous verrez qu'ils sont tous différents. Et puis on verra comment agir face à ces différents cas. Et puis je vous donnerai mon avis sur ces mouvements de prix qui peuvent être parfois très violents. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle avec les débutants en bourse qui ont souvent des peurs irrationnelles, voire incontrôlées, et qui leur fait prendre de mauvaises décisions. Dans la majorité des cas, ces erreurs sont dues à leur manque de connaissance totale ou partielle des marchés financiers. Voilà pourquoi j'ai créé ce programme éducatif de vidéos qui s'appelle Débuter en bourse, et qui n'a qu'un seul objectif, lever le voile sur vos incompréhensions, afin que vous puissiez reprendre le contrôle de vos investissements ou de votre trading. Et c'est dans le cadre de cette série de vidéos que l'on va faire un focus sur un point particulier de l'analyse technique et du money management, un sujet épineux qui provoque beaucoup de peur et d'incompréhension de la part des nouveaux investisseurs. Ainsi, vous allez tout savoir sur les trous de cotation, plus communément connus sous le nom de gap. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Alors qu'est-ce qu'un gap, le trou de cotation ? Eh bien, c'est la différence entre le prix à la fermeture, à la clôture d'une unité de temps et le prix à la réouverture dans l'unité de temps équivalente, mais dans le temps suivant. Par exemple, sur une bougie, sur une unité de temps daily, en clôture à 17h30 sur la clôture d'une valeur, et on va réouvrir à 9h à un prix totalement différent. Ce qui fait qu'il y a entre le prix de la veille et le prix du lendemain, vous avez un écart, et cet écart est un trou de cotation, c'est le gap. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans cette notion de gap, c'est que à l'intérieur de ce gap, ce trou de cotation, vous n'avez pas d'échange. C'est-à-dire que le prix que vous aviez la veille et le prix que vous avez le lendemain, entre les deux, il n'y a strictement aucun échange, et donc vous devinerez bien que ça a quelques conséquences sur votre portefeuille, puis aussi sur votre stress et votre sensation de soit d'avoir gagné beaucoup, soit d'avoir perdu beaucoup. Alors à vrai dire, vous avez un phénomène qui se passe dans ces moments-là, c'est un phénomène de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. À vrai dire, il faut vous remettre dans l'idée que vous êtes sur un marché où il y a un vendeur de tomates, et c'est pas la saison des tomates, ou en tout cas les gens n'ont pas envie d'acheter de tomates, et il se trouve que il est en train de vendre une certaine quantité de tomates, et il y en a beaucoup, et il y a peu d'acheteurs en face, et il faut absolument qu'il les vende. Eh bien écoutez, nous sommes dans ce cadre-là, et nous avons quelqu'un qui essaye de vendre la plupart de ses tomates, et est obligé de baisser son prix, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour acheter toutes ces tomates. Jusqu'au moment où il va avoir vendu toutes ces tomates à un certain niveau de prix, il aura baissé son prix. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur le marché, les marchés boursiers. C'est tout simplement ce qui se passe sur les étals de nos marchés que nous avons tous les dimanches. C'est un désaccord entre le prix que le vendeur, le marchand propose ses tomates et les acheteurs qui se trouvent ne pas vouloir payer ce prix. On va dire, quand vous avez ça en bourse, mais peut-être aussi chez votre marchand de tomates, dites-vous bien que c'est par exemple parce qu'il y a un nouveau virus qui est tombé sur les tomates et que soudainement les gens ne veulent plus de tomates parce qu'il y a eu une catastrophe dans les tomates dans la nuit ou quelque chose a été annoncé dans la nuit. Donc le lendemain matin, le prix n'est plus de 3 €, mais il est plutôt intéressant à 2 parce qu'il y a encore des acheteurs qui sauront dire « Ah, c'est une bonne opportunité, je vais acheter 2 €, c'est pas cher ». C'est exactement ce qui va se passer aussi sur les marchés financiers. Vous avez une valeur, une action qui est à 10 € et qui, pour une raison ou une autre, souvent une news bonne, ça va passer de 10 € à 12, et si c'est une mauvaise, ça peut passer de 10 à 8, et entre les deux, donc vous n'avez pas de cotation puisque il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Alors on va prendre le cas où ça baisse, tout simplement, il y a une mauvaise nouvelle sur l'entreprise qui a été délivrée avant l'ouverture de 9h le matin.
Et vous vous retrouvez dans une situation où il y a un déséquilibre, il n'y a plus d'acheteurs à 10 € et on cherche 9, 8, 7, 6, 5, enfin bref, on cherche un équilibre de prix et la cotation est donc suspendue par Euronext par exemple si on est sur Paris, et vous vous retrouvez dans une situation où il va y avoir un équilibre qui va se créer à un niveau de prix nouveau parce que la news qui a été annoncée va donner le sentiment que la valeur de l'action n'est plus à 10 mais peut-être à 8. Et à partir de ce moment-là, ça va réouvrir, vous allez avoir une cotation qui va ouvrir à 9h05, 9h10, voire un peu plus tard, mais ça peut être le lendemain, on peut faire des suspensions de cotation quand il y a des cadres différents et variés, mais je vais vous les expliquer dans cette vidéo-là. Et on va trouver un point d'équilibre nouveau, où de nouveaux acheteurs vont arriver avec un prix qui est totalement différent. Et c'est là que, évidemment, vous allez constater que vous n'avez pas du tout le prix que vous espériez sur votre action le lendemain matin. Alors, dans le cas, justement, que je viens de vous dire, si vous comprenez le carnet d'ordre, vous comprenez bien que les stops ne servent strictement à rien, puisque entre 10 et 8, il n'y a strictement aucune cotation. Il n'y a pas de vente à 9, pas de vente à 9,50. Si vous avez mis un stop loss, comme vous pouvez faire souvent les petits nouveaux à 9,50, sachez que vous ne serez pas exécuté à 9,50, vous serez exécuté au nouveau prix, à l'échange nouveau, c'est-à-dire à 8, voire un peu en dessous, parce que vous n'êtes même pas prioritaire. À partir de ce moment-là, vous devinez bien que les stops, ça sert pas à grand-chose. Il vaut peut-être mieux lire les news et savoir comment lire les news. Alors évidemment, ce serait très simple de dire, je lis toutes les news et puis comme ça, je verrai tous les gaps arriver. Mais il existe des gaps où il n'y a pas de news, où ça va être des gaps différents pour des raisons différentes. Et tout simplement, ces gaps, c'est aussi la même raison, c'est qu'il y a plus d'acheteurs, moins d'acheteurs. En tout cas, il y a un écart entre la veille et le lendemain qui fait que le prix qui a été proposé la veille au soir ne correspond plus à la réalité du marché du lendemain matin. Ce qui fait que vous avez parfois, sans aucune raison, des trous de cotation qui se provoquent. Alors, c'est pas sans raison, c'est juste la raison, c'est qu'il y a plus d'acheteurs, beaucoup plus d'acheteurs ou beaucoup plus de vendeurs que ce qu'il n'y a dans le carnet d'ordre. Alors du coup, vous avez plusieurs types de gaps. Et c'est ça qui va être intéressant dans cette vidéo-là, ça va être de déterminer tous ces gaps. Alors j'ai vu un petit peu sur d'autres vidéos qu'on vous présentait généralement 4 gaps différents. Effectivement, ils existent bien. Mais pour moi, il y en a un 5e qui lui-même décline de 4 ou 5 autres variantes qui me paraissent très intéressants à voir. Et donc ce sera tout l'intérêt de découvrir ce 5e gap dont personne ne parle et qui me paraît vraiment très intéressant parce que il est piégeux dans le sens où si vous comprenez pas ce qui se passe derrière, vous risquez de faire une bêtise. Et c'est quand même l'objectif de cette vidéo, c'est de vous éviter de faire des bêtises. D'ailleurs, dans la catégorie des bêtises, les réseaux sociaux en sont remplis et je vous expliquerai aussi une version, une notion que plein de gens vous disent que c'est tout à fait vrai et à vrai dire, je vous prouverai qu'elle est totalement fausse et je peux vous certifier que quand vous saurez ça, vous direz « Ah !» Je vais prendre en compte ce que Ricardo dit parce que s'il l'a dit, c'est qu'il a dû le constater. Et effectivement, j'ai constaté qu'il y a des prérequis qui sont avancés par certains. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, vous avez souvent des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont un bagou et qui savent bien écrire un texte et qui vous donnent le sentiment qu'ils y connaissent, mais ils s'y connaissent pas du tout. Mais avant ça, on va commencer par les types de gaps, les différents types de gaps, de telle manière à ce que vous puissiez avoir un lexique et bien comprendre ce qu'ils sont. Et le 5e, vous allez voir qu'il est super intéressant. Alors, il n'y a pas 4 ou 5, il y a 6 versions différentes dans ce gap-là, mais c'est 6 versions qui sont super intéressantes, qui vous feront vous rendre compte que vous êtes peut-être pas face à une catastrophe, peut-être tout simplement à quelque chose de tout à fait normal. Et pour vous expliquer tous ces gaps, tout simplement un bel exemple où nous avons tous les 4 gaps qui nous intéressent et encore la meilleure des façons de vous expliquer comment cela fonctionne. Et l'action que je vous présente, c'est une action qui est très connue en France, en tout cas au moment où je vous parle, en 2024, mais cette action, c'est Hermès International, une société qui est au CAC 40 et qui a pour particularité d'avoir beaucoup de gaps. On les voit tous matérialisés par des rectangles violets, vous les voyez tous sur le graphique. Et le premier type de gap dont je vais vous parler, c'est le gap de rupture. Le gap de rupture, c'est un gap qui va casser une tendance, qui va inverser une tendance, qui va faire qu'une nouvelle tendance se met en place. Alors vous allez me dire, on le saura qu'après. Oui, mais enfin, il y a quand même une manière de voir que les choses peuvent être interprétées et ça vous servira évidemment à faire des arbitrages dans le futur. Et dans ce graphique, vous avez entre guillemets, vous avez deux moments qui me paraissent importants. Je dirais qu'il y en a un 3e, mais même s'il est un peu moins évident à regarder, mais il y a 3 moments, peut-être même 4, où on voit des gaps de rupture qui permettent de percevoir
que c'est peut-être intéressant, soit de vendre le titre pour une période assez importante, soit de l'acheter parce que ça risque de continuer à monter pendant un certain temps. Et le premier gap de tous, c'est celui-ci que nous voyons ici tout en bas. C'est le premier de tous. Alors je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Alors le voici ici. On voit qu'il y a un trou de cotation. Nous étions à 1680 € la veille et le lendemain, on a ouvert à un niveau de prix qui est de 1733. Donc il y a quand même un gros écart et vous voyez que la tendance qui a suivi était importante alors qu'il y avait une tendance baissière précédemment. Donc on est bien sur un gap de rupture et ce gap de rupture a une particularité, c'est qu'il a été bouché partiellement par une baisse dans la journée ici pour ensuite être racheté assez rapidement et partir en tendance. Donc ça c'est une bougie qui juste après un gap est très intéressante puisque c'est une bougie qui a l'air de dire écoutez ok il y avait des vendeurs il y avait encore pas mal de gens qui croyaient à la baisse puisqu'on étions encore dans une tendance baissière et c'est finalement les acheteurs qui l'ont emporté et le lendemain ça a été confirmé par cette bougie qui s'est avérée être le début d'une tendance intéressante. Voilà le premier gap de rupture qu'on voit qui inverse une tendance baissière et envoie le dossier vers un niveau beaucoup plus haut qui permet de dire qu'on a une nouvelle tendance qui s'est lancée. Le deuxième gap de rupture que l'on voit, il est ici. Je vais agrandir de nouveau. Donc le voici, ce gap de rupture, c'est après notre tendance haussière que nous avions eue. Il est ici et ce gap, à vrai dire, il annonce une baisse qui est assez importante et assez conséquente puisque vous voyez que les bougies rouges s'enchaînent les unes après les autres et qu'on retombe à un niveau de prix quand même beaucoup plus bas puisque c'est à peu près une baisse de l'ordre de 10% qui se provoque en quelques jours chrono. Vous voyez que c'est quand même très rouge sur ces bougies pendant les jours qui suivent. Donc ça c'est un gap de rupture mais dans l'autre sens. Mais il se trouve que, et c'est ça qui est intéressant chez Hermès, c'est que nous avons un nouveau gap de rupture qui va se provoquer très rapidement à la suite de cette baisse de cours. Et le voici, il est ici. Alors je vais vous faire quelque chose, je vais vous dézoomer le graphique pour que vous voyez où il est. Donc nous retrouvons notre nouveau gap ici, il est beaucoup plus important que les autres, on le voit par rapport aux autres rectangles, hein, la grosseur, l'épaisseur est beaucoup plus importante et on voit que là par contre il n'y a pas de rebouchage du gap, il y a une accélération immédiate qui se fait et nous arrivons dans une tendance, nous commençons une tendance qui va être très forte et très longue puisque on va partir d'à peu près 1890 € et on va monter jusqu'à 2400. Donc je vous laisse voir, ça fait quand même 25% de hausse en ligne droite, donc c'est quand même assez impressionnant et c'est quand même un élément qui peut vous permettre d'avoir de l'intérêt pour ces valeurs-là, puisque même si vous êtes acheteur ici, vous avez encore beaucoup de gains à faire. Donc ça c'est un gap de rupture, on est bien dans une tendance baissière, ensuite une période de redistribution, puis suivi d'un gap de rupture qui donne une tendance nouvelle au titre. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous en avez une nouvelle tendance qui se lance sur le dossier, mais un peu plus tard, c'est ici où vous avez un gap de rupture qui est tout petit, mais c'est bien un gap de rupture dans le sens où il n'est pas rebouché rapidement. On verra qu'il y a d'autres gaps qui sont eux rebouchés assez rapidement, mais celui-ci, on va l'agrandir. Voilà, ici, celui-ci, c'est bien un gap de rupture qui envoie le dossier beaucoup plus bas. Vous voyez, la bougie est très importante et ça tergiverse, mais ça baisse et ça ne s'arrête pas. Donc voilà pour les gaps de rupture. Les gaps de rupture sont une expression assez claire. Alors souvent sont très accompagnés de volumes assez importants. C'est souvent accompagné d'une news, alors soit du marché, soit du secteur, soit de l'entreprise, et qui font que une tendance qui avait tendance à avoir de l'inertie s'est arrêtée et à un moment donné, on repart vers une tendance différente, alors soit à la hausse, soit à la baisse, comme vous l'avez vu, et ça vous permet d'avoir une nouvelle tendance qui se met en place. Ça vous permet soit de vendre ou d'acheter, en tout cas de prendre des décisions en fonction. Ces gaps de rupture sont vraiment essentiels à comprendre pour que vous puissiez comprendre ce que sont les gaps et les nouvelles tendances, puisque généralement, on lance une nouvelle tendance avec les gaps de rupture. Alors ces gaps de rupture, comme vous l'avez vu, notamment dans une certaine hausse, dans une des hausses que nous avons vues, il a été suivi de plein d'autres gaps lors de toute la montée. Et bien, ces gaps-là, ce sont des gaps de continuation et je vais vous en faire voir quelques-uns. Alors on revient sur notre graphique. Notre graphique ici, on en voit quelques-uns ici. Il y en a 3 qui se suivent et il y a un 4e ici, mais celui-ci, c'est pas un gap de continuation, on en parlera tout à l'heure. Ce gap de continuation, il y a une particularité, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà, ça va être un peu mieux. Nous sommes dans une tendance qui vient de s'établir et nous avons le lendemain matin d'une cotation, alors ça a franchement accéléré très fort, ça clôture au plus haut à 1983 et le lendemain, ça réouvre à 1997, ça accélère, ça revient sur le niveau, regardez ça, c'est un point d'entrée, ce qu'on appelle un pullback, et ça accélère et ça ne reviendra jamais sur le niveau de prix que l'on considère. Vous avez un deuxième gap qui est très intéressant, c'est un gap de continuation qui est très important puisque nous avons clôturé à ce niveau de prix à 2076 et on réouvre ici à 2158 et ce gap, c'est un gap de continuation parce que
Il est bouché partiellement, mais on laisse un trou de cotation dans les 3-4 jours qui suivent et on repart à la hausse, ce qui fait que celui-ci est aussi un gap de continuation. Si ça avait été bouché, les traders, les investisseurs auraient dit « Ah, ça ressemble à un autre gap dont je vais vous parler tout de suite après. » Et puis ça enchaîne très rapidement sur un autre. Donc nous sommes en continuation. Nous avons quasiment ici, quasiment un qui a été ouvert, mais qui a été refermé très très rapidement. Donc voilà, votre tendance continue. Et les gaps de continuation, tout simplement s'expriment par le fait qu'ils continuent la tendance dans laquelle vous êtes. Ça marche aussi à la baisse. Et à vrai dire, la question c'est quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien tout simplement ça s'arrête quand vous allez avoir un gap d'essoufflement. Et le gap d'essoufflement, il a une particularité, c'est qu'il a tendance à annoncer une fin de tendance soit haussière. Dans le cas où on a étudié, c'est une tendance haussière, donc on va la finir. Et la tendance haussière, à un moment, s'essouffler parce que il y a un nouvel équilibre entre nos acheteurs d'automates et nos vendeurs d'automates, qui fait que c'est le nouveau prix qui semble à peu près consensuel entre les acheteurs et les vendeurs, et qui fait que on peut avoir un gap encore à un moment donné, et il a un peu de mal, il est un peu essoufflé, il est peut-être un petit peu haut dans la montagne, il y a un peu moins d'oxygène, et ce qui fait que, écoutez, il est vite rebouché, et ça se voit très rapidement sur les graphiques, et je vais vous en faire voir quelques-uns. Vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça exprime vraiment la tendance qui s'arrête et qui vous donnera le sentiment qu'il faut peut-être alléger sa position, voire tout vendre, ça dépend comment vous tradez. Et donc on revient sur notre fameux cas d'Hermès et nous avons notre fameuse hausse avec donc notre gap de rupture, nos deux gaps de continuation et nous voyons ici un tout petit. On va agrandir ça tout de suite pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors donc on le voit ici, on voit donc nos gaps ici, on le voit ici qui est assez clair et qu'est-ce qui se passe? Il est très rapidement rebouché. Vous voyez, une séance, 2 séances, 3 séances, et ici il est rebouché déjà. Donc là, c'est de la fatigue. Alors, vous voyez, c'est pas spécialement le plus haut, qu'on soit d'accord, ça remonte un petit peu, mais vous voyez, une tergiversation du cours assez évidente, et puis un petit gap ici qui va être finalement racheté et bouché, mais très rapidement vendu. Ça, je vous le dis quand même, ça c'est aussi un gap de continuation. À vrai dire, ça s'appelle un gap commun, c'est un gap sans intérêt. Il y en a un là aussi, et ces gaps-là sont des gaps qui ne disent rien, qui n'expriment rien, et qui ne veulent ni dire que ça va monter, ni dire que ça va baisser. Ils sont dans une période, je dirais, de redistribution où il n'y a strictement aucun intérêt. C'est juste qu'à un moment donné, le matin ici, il y a eu un vendeur un peu plus puissant que la moyenne qui s'est mis à vendre. Peut-être qu'il était déjà ces vendeurs ici qui vendaient sa soult ici. Il a provoqué un petit écart. Vous remarquerez qu'ils sont assez faibles en amplitude. Et ça, ce sont des gaps communs. Donc vous avez le gap de rupture ici, et puis ce quatrième gap dont je voulais vous parler, c'est le gap commun, c'est le gap qui n'a pas d'intérêt et qui est rapidement rebouché. On en a un tout petit ici aussi. Bon, il n'y a pas d'intérêt spécialement à tous les noter, mais vous comprenez que ce sont des gaps sans intérêt puisqu'ils ne donnent pas vraiment d'intérêt et souvent ils sont accompagnés de non-événements ou de peut-être une petite baisse des marchés. Il suffit que les États-Unis aient baissé un petit peu sur le sujet ou sur le secteur d'activité et vous trouvez qu'un titre qui ouvre un peu plus bas ou un peu plus haut, mais ça n'a pas vraiment de tendance clairement affirmée dans le cours de bourse. Donc voilà ce que je trouvais intéressant dans le cas Hermès, c'est que dans le cas Hermès, vous avez absolument tous les cas qui sont réunis sur une seule tendance qui s'est créée dans l'année 2023 et qui a permis de, je dirais, de voir tous les types de gaps. Et à vrai dire, c'est un cas d'école, mais si vous regardez bien les graphiques, l'histoire des graphiques que vous avez sur les entreprises que vous appréciez, vous verrez que ça existe très souvent. Et c'est le gros intérêt, c'est que vous avez aussi, à travers ces gaps, des niveaux techniques qui se mettent en place, parce que je vais vous avouer quelque chose, c'est que tout le monde vous dit que les gaps sont rebouchés et que ce sont des niveaux de support. C'est pas faux, mais ce n'est pas tout le temps vrai, et c'est ça que je vais vous démontrer aussi grâce à toujours la même, à Hermès, et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à ce qu'on note les gaps d'une manière un petit peu particulière. Alors revenons sur notre Hermès et vous allez voir que nous avons un intérêt assez impressionnant à voir que les gaps sont des marqueurs techniques intéressants. Je vais vous prendre le cas de celui-ci, puisqu'il est assez intéressant. Vous avez ce gap qui se positionne ici et vous regardez bien que quand ça remonte, ça devient une zone de friction. C'est-à-dire que vous avez une accélération, le gap de rupture, mais ça a tapé ici et pendant 3-4 jours, on a réfléchi, est-ce que je reste là, est-ce que je remonte, est-ce que je remonte pas, est-ce que je redescends? Il y a eu un
échange entre les acheteurs et les vendeurs. Beaucoup de vendeurs sont présentés ici, mais les acheteurs étaient plus puissants, donc ça a continué après, mais ça a tergiversé quelques jours. Et c'est d'ailleurs sorti de cette zone-là par un nouveau gap qui vous extrait et qui vous fait aller chercher les gaps de continuation dont on parlait. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. Celui-ci, vous voyez, c'est un gap de rupture aussi, mais on va dire c'est un gap de continuation puisqu'il y a eu le gap de rupture précédemment ici. Et quand vous avez la correction qui se fait ici, à vrai dire, c'est une correction dans une nouvelle tendance haussière qui était très intéressante. Vous avez baissé suite à un mouvement de marché qui était fin de l'année 2023, à vrai dire, et qui s'est terminé par des gaps que vous connaissez. C'est des gaps d'essoufflement et des gaps communs. Et vous voyez que ces gaps-là n'ont aucun intérêt, si ce n'est de vous dire « Ah, cette tendance baissière est peut-être terminée ». Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que ce niveau de gap était un support et ça a permis au prix d'aller toucher quasiment ce niveau de prix de 1790 et c'était le plus bas dans cette tendance. Donc, tout le monde vous dit « Eh bien, tous ces niveaux de prix sont des niveaux de prix qui sont intéressants pour trader et vous allez voir que c'est assez intéressant. » Alors, si on regarde celui-ci, on voit ici les prix. Il y a eu petit rebond, mais ça n'a pas été extraordinaire, mais il y en a eu un petit peu. Mais celui qui a été le plus intéressant, c'est celui-ci. Et on va l'étendre, vous allez voir qu'il y a quand même de l'intérêt. Et regardez bien ce qui se passe ici. Quand on arrive sur lui, on le bouche et ça rebondit. Et on revient là, et ça réessaye. Mais la tendance est beaucoup plus forte, et on a tendance à voir que c'est encore en train de continuer. Alors vous allez me dire, on va peut-être aller toucher ce niveau de prix-là. Oui, peut-être. Et alors du coup, on va aller toucher celui-ci, et pourquoi pas celui-ci, et pourquoi pas celui-ci. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même une petite notion, et c'est là que je voudrais vous dire un truc et que personne ne dit, enfin que les réseaux sociaux vendent tout le temps, c'est que tous les gaps sont rebouchés. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des gaps. Vous avez les gaps de rupture sont rarement rebouchés. Les gaps de continuation sont des supports. Donc il peut y avoir sur les 3 qu'on a vus, il peut y en avoir un qui est support, un deuxième, voire les 3, c'est possible. Mais il peut y en avoir un qui est laissé dans une tendance haussière de très long terme, qui peut être laissé et qui peut ne jamais être vu. À partir de ce moment-là, l'adage qui dit tous les gaps sont rebouchés est totalement faux. Par contre, dans une tendance baissière, dans un krach boursier, quand vous avez une tendance affirmée d'un marché, aller repérer les gaps qui avaient été laissés ouverts dans le passé, ça c'est des points intéressants techniques, mais j'ai envie de vous dire, quelle que soit la raison pour laquelle le dossier baisse, il faudrait peut-être se renseigner d'abord de pourquoi le dossier baisse et pourquoi ça devrait rebondir sur ce niveau de prix-là absolument. Sincèrement, moi je vous le dis, il y a un truc qu'il faut absolument apprendre en bourse, c'est qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas savoir quand est-ce que les gros acheteurs décideront de se racheter. Donc attention à cet adage, tous les gaps ne sont pas rebouchés, c'est pas vrai du tout. Il y en a beaucoup qui le sont, les gaps communs, les gaps d'essoufflement, effectivement, mais les gaps de continuation partiellement, peut-être parfois tous, mais les gaps de rupture, ça peut être quasiment impossible de les reboucher. Je peux vous certifier qu'il y a des cas très intéressants. Si on regarde le graphe de Apple, si on regarde le graphe peut-être de Amazon, enfin tous les GAFAM, je peux vous certifier qu'il y a des gaps qui sont dans les graphiques qui ne seront certainement jamais rebouchés. Il faut quand même savoir que quand vous multipliez le cours par 100, par 1000 sur des valeurs pareilles, il y a très peu de chances de rediviser par 1000 à un moment donné, ou alors il faudrait vraiment une grande catastrophe et que je dirais que la bourse n'existe plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout à fait faux et ne vous attardez pas trop là-dessus, mais c'est effectivement des points intéressants techniques. Vous devinerez bien qu'il y a d'autres points intéressants techniques que les gaps qui permettront de faire une bonne analyse technique du graphique et de voir où est-ce qu'on peut s'intéresser au dossier de manière vraiment intelligente. Mais maintenant, si vous voulez bien, je vais vous parler du gap dont personne ne parle, les gaps que personne ne parle et qui sont oubliés par la plupart des traders, la plupart des gens et la plupart des influenceurs. Personne n'en parle et c'est pourtant le quotidien de la bourse. Alors j'ai appelé ce gap, c'est le gap technique, le gap d'opérations financières. Alors on va dire il y a 2 grandes catégories au sein de ce dernier gap, mais ce sont des gaps qui sont dus à des opérations financières ou de la technicité pure et qui font que c'est pas dû du tout, je dirais, à un déséquilibre d'acheteurs et de vendeurs, c'est dû à d'autres typologies de raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Et le premier de tous, c'est le gap que je vais appeler le gap de carnet d'ordre. Alors qu'est-ce que c'est que le gap de carnet d'ordre ? Tout simplement, vous avez une valeur illiquide, une valeur où il y a très peu d'acheteurs et de vendeurs. On va dire que le marché, pour reprendre notre marché, où il y a très peu d'étals et il y a très peu de clients. On est dans un petit village et il y a très peu de gens. C'est toutes petites entreprises et où vous avez un acheteur peut-être à, je sais pas, par exemple à 10 € et vous avez le premier vendeur à 10,50 € et à vrai dire vous avez un trou de cotation qui se fait entre 10 et 10,50. Donc vous avez
la veille au soir, vous avez quelqu'un qui a vendu 10 euros à celui qui était acheteur, mais il reste quelque chose dans le carnet d'ordre et ça clôture à 10. Le lendemain matin, vous réouvrez à 10,50 parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit « Oh, c'est pas cher à 10, moi je vais acheter ». Et il va se trouver à acheter 10,50, ça fait quand même 5% d'écart. Et vous avez un trou de cotation de 5%, mais qui n'est pas du tout dû à un déséquilibre entre acheteur et vendeur, mais simplement à l'absence de gens dans le carnet d'ordre. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec des sociétés sur les petites valeurs, les toutes petites entreprises qui ont des carnets d'ordre très vides, qui ont continuellement des trous de cotation, des gaps, mais qui n'ont aucun intérêt puisque c'est juste, je dirais, le no man's land. Alors ceux qui comprennent pas ce que c'est que le no man's land, c'est ce que j'ai décrit dans une vidéo de débuter en bourse, qui parle du carnet d'ordre. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous comprenez pas ce que je raconte parce qu'elle est vraiment très éducative. Et c'est dans le no man's land que ça gigote. Et parfois, si vous avez un nouvel acheteur à 10,20 € et puis que celui à 10,50 il se décale à 10,70, le lendemain vous allez décaler et vous voyez dans votre cotation plein de petits trous. C'est juste dû au gap. Alors souvent, vous regardez les volumes d'échanges qui ont lieu, c'est parfois quelques dizaines, quelques centaines d'actions, et là vous comprenez que c'est pas du tout un gap dû à une news ou quoi que ce soit, c'est simplement un carnet d'ordre qui est bien vide. Le deuxième gap technique d'opération financière, et là c'est une opération financière, et qui est absolument pas grave du tout, je dirais même qui est plutôt intéressant, c'est un gap dont personne ne parle, mais c'est un gap qui arrive tout le temps, et je vais vous en faire voir un exemple où vous allez voir que les gens sont catastrophiques parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout aux news, c'est le gap de dividendes. Allons voir ce que c'est qu'un gap de dividende et vous allez voir les conséquences que ça peut avoir sur un graphique. Et je vous présente le graphique d'une valeur dont j'ai vanté les mérites il y a quelques mois. C'est OEG Autoliners, une société norvégienne qui est la société, selon moi, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres effectivement, qui soit meilleure que elle, qui donne le plus grand dividende au monde sur son action. Et à vrai dire, vous voyez quoi? Vous voyez des gaps un peu partout. Et on va s'intéresser à celui-ci qui est le gap de la distribution du dividende. C'est-à-dire que quand vous avez, alors là, c'est sûr que vous, quand vous regardez votre carnet, votre application boursière, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? La catastrophe. J'étais à 126, j'ouvre à 108, mais qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu la distribution du dividende et on enlève la valeur du dividende de l'action. Ce qui fait que l'action, elle ne vaut plus 126, mais 108. Alors oui, je sais, c'est très très important, mais il faut savoir que OEG Autoliners donne un dividende gigantesque à ses actionnaires. Ce qui fait que vous pensez avoir vu une catastrophe et à vrai dire, la catastrophe, elle est généralement conséquence immédiate. Elle provoque, je dirais, des peurs qui sont pas très justifiées. Mais il se trouve que sur ce dossier-là, peut-être qu'on n'est pas en France, mais je peux vous certifier qu'en France, ça arrive très régulièrement. Les gens vont vendre parce qu'ils ne savent pas. Mais comme on est en Norvège et que les gens sont un peu plus informés, je vous cache pas que les gens se retrouvent dans une situation où ils savent très bien que c'est un moment où il faut racheter et il y a peut-être des gros acheteurs qui font qu'il y a un rachat. Mais regardez bien, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vendent parce qu'ils ont une peur. Alors à vrai dire, il s'est associé à ça un événement qui était complètement pas du tout dû à ce que je vous dis, c'était des événements géopolitiques qui fait que cette valeur a baissé. Mais regardez bien ce qu'il s'est passé. Le gap de dividendes, c'est un gap qui pour moi est tout le temps, on va quand même modérer à 90%. On va donner quand même le cas où c'est pas le cas. Et ça arrive. Ça arrive, je pense, à une action, notamment, je pense que c'est Valeo, qui s'est mis à distribuer des dividendes et qui a tout le temps baissé depuis et qui, je pense, a laissé des gaps qui n'ont pas été rebouchés. Mais normalement, un gap de dividendes sur une action, je dirais, cohérente, correcte, enfin voilà, qu'il n'y a pas de souci particulier, est toujours rebouché. Et regardez bien, le niveau ici a été rebouché quelques mois plus tard et ça a été même un moment, je dirais, de vente du marché pour ne pas racheter cette société-là, en tout cas, et de commencer à liquider ses positions. Ce qui fait que vous avez gagné le dividende et en plus la remontée de l'action. Donc voilà ce qu'est un dividende et le gap de dividende, c'est un gap on peut considérer un gap commun, mais il se trouve que cette valeur-ci, c'est un gap qui est quand même très particulier parce qu'il est énorme, mais c'est un gap à dividende qui est très important et donc retenez bien qu'ils sont souvent rebouchés et donc c'est quand même intéressant, même si vous avez vu que ça peut dévaler juste après, il y a d'autres événements dans une action que celui de la distribution du dividende, mais en tout cas ce gap-là, personne n'en parle et pourtant il y a combien de gens ont peur et combien de gens ont des stops qui sont déclenchés à cause de ça. C'est quand même un peu navrant. Essayez de noter quelque part, si vous avez des jours de dividendes, des jours de distribution, de peut-être noter que ce jour-là, il ne faut pas s'inquiéter de la variation du cours de votre action.
Maintenant, si vous voulez bien, on va s'intéresser à des gaps vraiment d'opérations financières. Il y en a 4 donc différentes. Et la première de toutes, c'est l'OPA. Quand vous avez une OPA, une offre publique d'achat, eh bien nous sommes face à quelqu'un qui veut acheter tout le lot de tomates, mais que le vendeur dit non, moi je veux pas te le vendre, je veux satisfaire mes clients, et il veut pas vous le vendre. Du coup, vous êtes obligé d'augmenter le prix pour lui dire non, vends-le-moi, et vous trouvez un accord, un prix qui est parfois très au-dessus du cours de bourse la veille de la négociation. Alors généralement, ça dure quelques semaines, quelques mois, mais le jour où ça apparaît, c'est la nuit, le soir, le matin avant l'ouverture, et vous avez un écart de cours très important. Vous avez une OPA, et on va les détecter très rapidement parce qu'ils sont très faciles à reconnaître, et vous verrez que ces gaps-là, impossible qu'ils soient rebouchés. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite sur deux exemples. Et donc, on va pas aller bien loin, je dirais, dans les OPA. C'est la dernière dont j'ai pu bénéficier. Et nous étions à un niveau de prix ici de 42 €, pardon, ça a clôturé en bas, à moins de 42 couronnes suédoises. C'est le dossier OX2. Et le lendemain matin, une offre d'OPA a été faite au cours de l'ordre de, je crois que c'est de 60 couronnes. Vous êtes passé de 42 à 60. Vous avez pris 50% en une seule nuit. Et comment les reconnaître? Tout simplement dans un graphique. Déjà, vous avez un énorme trou. Alors, ça peut être beaucoup moins important que celui-ci, mais celui-ci a été très important. Un énorme trou de cotation. Et puis, juste après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plus rien. On exécute, on est en train de vendre, tout le monde est en train de vendre, et vous avez l'acheteur qui est en train d'acheter tout le papier, ce qu'on appelle le papier, c'est des actions, tout le papier de la société jusqu'à temps que il puisse obtenir les 90% qui lui permettront de lancer une OPR, l'OPR étant l'opération de retrait, l'offre de retrait, qui fait que si vous voulez garder quelques actions d'OX2 et faire votre rebelle, vous ne pourrez pas, puisque tout simplement l'OPR vous obligera à vendre au prix de l'OPA. Voilà, tout simplement, mais il faut qu'ils atteignent 90%. Voilà pour un nouveau gap, un gap qui sera jamais rebouché, un gap où vous pouvez être sûr que celui-ci, vous pouvez vendre globalement. Il y a quelques cas où ça échoue, etc. Mais justement, vendez, parce que si ça échoue, ça retombe et ça va boucher le gap. Autant ramasser les 50%, et c'est suffisamment intéressant comme ça. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors, je pourrais vous en faire voir d'autres, mais ils sont tous de la même configuration, donc pas d'intérêt d'aller en faire d'autres. On va faire qu'un seul exemple. Un autre type de gap, c'est un gap sur une autre opération financière, c'est sur les augmentations de capital, sur les ACA, ce qu'on appelle les ACA. À vrai dire, le gap d'ACA, c'est pas un gap, c'est un gap qui va dépendre de beaucoup de critères, mais quand vous avez une annonce d'augmentation de capital, il faut savoir déjà un petit peu pourquoi c'est une augmentation de capital, si elle est justifiée, si elle est intéressante, et je dirais que globalement, la culture financière des gens qui écoutent cette vidéo fait que vous ne pouvez pas le comprendre, et ça devient, intéressant de surtout pas regarder. Mais vous pouvez mécaniquement considérer que la valeur de l'action va baisser en fonction de la dilution. Qu'est-ce que la dilution? Alors, très simplement, on va pas prendre cette fois-ci les vendeurs de tomates, mais on va prendre le gâteau de votre grand-mère qu'elle a fait pour dimanche et où elle vous a invité. Et il se trouve qu'il y a les petits cousins et les cousines qui arrivent. Elle avait fait un gâteau pour 10 et on est 20. Écoutez, très simplement, elle a fait, il y avait tant d'actions, il y avait 10 actions sur le marché, 10 millions d'actions, et tout d'un coup, on fait une augmentation de capital et on introduit à côté de ces 10 millions d'actions, 10 autres millions d'actions. On double le nombre d'actions qui sont proposées sur cette action-là. Ce qui fait que, très simplement, le marché va estimer quoi? Va estimer que le gâteau va devoir être beaucoup plus gros dans le futur. Alors, s'il estime que cette augmentation de capital fait une énorme augmentation des bénéfices dans le futur, parce que ça va faire une grande usine, etc., vous pouvez avoir un intérêt qui fait qu'il n'y a pas d'écart et pas de trou de cotation. Mais globalement, l'ACA, c'est plutôt les parts de gâteau, le gâteau c'est à peu près le même, et vous êtes 2 fois plus nombreux. Vous savez ce qui se passe, on coupe les parts de gâteau en 20 tranches au lieu de 10, ce qui fait que vous avez des parts de gâteau beaucoup plus faibles. C'est le prix de la valeur de bourse de l'action, tout simplement, ça divise par 2. Donc vous êtes 2 fois plus autour du gâteau et c'est le même gâteau. Donc une ACA dans ce cas-là, il faut regarder le taux de dilution. Donc si c'est une ACA de 2 millions d'actions pour 10 existantes, vous avez 20%. Ça peut décaler de 20%, ça peut ne pas décaler tout de suite, ça peut décaler juste après, donc c'est intéressant d'aller vendre si vous avez ça. Je vous le dis tout de suite, moi dans mon environnement, je commence à être un petit peu, sans connaissance sur ces typologies d'opérations financières, parce que je les ai connues, je les ai bien maîtrisées, et je me suis rendu compte, je vais vous raconter une chose, c'est qu'elles ne m'intéressent pas, et que dans mon environnement, il y en a quasiment jamais, pour
pour tout vous dire, depuis 2 ans, j'en ai vu une dans mon environnement de trading, dans mon environnement d'action, j'en ai vu qu'une seule, et je peux vous certifier que ça n'a pas fait de cadeau, et c'est bien la seule fois que j'ai vu une action avoir une augmentation de capital, parce que dans mon environnement, ces valeurs-là, elles font pas du tout d'augmentation de capital, elles n'ont pas besoin de l'argent des autres, elles en gagnent bien assez elles-mêmes. Allez, on va passer à l'autre opération financière que je ne vois jamais et dont je commence à perdre le sens et sur lesquelles je fais des vidéos régulières, c'est le regroupement d'actions. Le regroupement d'actions, c'est souvent des sociétés qui sont en très très mauvaise posture et où elles valent à un prix tellement faible, tellement bas de 0,0001 euros, hein, c'est-à-dire que c'est même plus un centime, hein, c'est des centièmes de centimes. Vous vous retrouvez avec une situation où ces sociétés, pour des raisons très nébuleuses qui s'appellent les OCA, mais on ne va pas rentrer dans ce détail dans cette vidéo-là, elles vont changer la quantité d'actions, c'est-à-dire qu'elles vont dire je vais prendre 10 000 actions et je vais les réunir en une seule, ce qui fait que vous aviez 10 000, alors souvent les gens qui ont des actions comme ça, ils en ont des dizaines de milliers, et je vais transformer mes 10 000 actions en une seule, c'est-à-dire que je vais les regrouper. Ce qui fait que vous avez le lendemain matin un cours de bourse qui vous donne l'impression que vous êtes beaucoup plus haut, avec un gap très important, très vers le haut évidemment. À vrai dire non, vous avez juste regroupé vos actions en une seule et vous avez strictement pas gagné d'argent, strictement aucunement d'argent. Et à vrai dire, tout simplement, vous êtes fait avoir, et souvent quand vous avez des actions de ce type-là, je peux vous certifier que ce sont des actions qu'il faut fuir, absolument fuir, et à mettre dans une liste noire, surtout ne pas les acheter. En tout cas, ça crée un gap, ça peut vous créer une sensation d'avoir gagné de l'argent. C'est absolument faux. Il n'y a aucun gain financier sur le sujet, c'est juste qu'on a tout regroupé en une seule. Et puis on va terminer avec, si vous voulez bien, le dernier gap technique d'opération financière. C'est un gap qui peut surprendre aussi les gens et qui peut les surprendre surtout à la baisse. On vient d'en vivre un sur une société qui s'appelle Nvidia. Nvidia a divisé par 10 ses actions pour, je dirais, baisser son prix, puisqu'elle était à plus de 1000 $ l'action. Elle a décidé de prendre une action et de la diviser en 10 morceaux, de telle manière à ce que le 1000 $ devienne 100 $. Donc vous regardez votre cours de bourse, vous dites 100 $, mais hier c'était à 1000, et à vrai dire vous avez subi un split, un découpage de l'action en 10 morceaux, ce qui fait que sur des actions comme ça qui montent tout le temps, à un moment donné, si vous voulez avoir encore des acheteurs, vous faut absolument faire des splits de telle manière à ce que cette action soit encore échangeable à un niveau de prix intéressant, ce qui fait que vous avez un gap qui se crée parfois sur certains graphiques qui ne se mettent pas à jour, hein, c'est le cas aussi dans les regroupements. Vous avez des graphiques sur les opérateurs qui proposent des logiciels graphiques, hein, je pense à TradingView, je pense à ProRealTime, il doit y en exister d'autres, ou parfois il y a quelques jours d'écart où c'est pas tout à fait mis, vous avez un écart entre le matin, entre le soir et le lendemain matin, qui sont juste dus à cette opération financière. C'est même pas une opération financière, c'est une opération purement technique et qui n'a aucun intérêt. Vous n'êtes pas plus riche, pas plus pauvre après, c'est tout simplement que vous avez coupé votre action en 10 morceaux. Voilà, tous ces gaps sont pas connus, ces gaps ne sont pas répertoriés dans toutes les vidéos que j'avais vues, donc je trouvais intéressant de vous les proposer. Et si vous voulez bien, on va passer maintenant à l'idée de ce qu'on peut faire de ces gaps et de comment les trader, de comment les regarder. Je vais vous donner 2-3 astuces qui vous permettront peut-être de moins vous faire avoir ou peut-être d'avoir des opportunités d'achat qui sont intéressantes ou de vente qui vous permettent d'encaisser des gains assez rapidement. Et j'ai trouvé qu'il y avait des gaps très intéressants. Tout simplement aujourd'hui, la séance que je suis en train d'enregistrer, aujourd'hui, il y a eu des gaps très intéressants à travailler et je vais vous les présenter tout de suite. Et avant de continuer cette explication, je vous invite tout de même, si vous appréciez le contenu de cette vidéo et que vous avez envie de découvrir les nouvelles vidéos qui seront sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des futures vidéos. Et puis si ça vous a vraiment plu et pour m'aider à faire découvrir cette chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre des likes et aussi à commenter cette vidéo de telle manière à ce que je découvre votre sentiment sur ce que je viens de vous apprendre. Allez, donc on va aller voir les gaps, comment les trader. Et la première de toutes, c'est les gaps de rupture. Les gaps de rupture, comment faire et puis comment, je dirais, essayer de profiter d'un mouvement qui peut faire très peur. À vrai dire, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du marché immédiatement après le gap, et les 15 premières minutes sont absolument essentielles. Il y a aussi la première heure, et on va aller voir un cas tout de suite, puisque j'en ai un qui a été dans mon portefeuille, qui s'est mis en place dans mon portefeuille cette semaine, et on va aller le voir tout de suite. Et l'action dont je voulais vous parler, c'est l'action MIPS, puisque il se trouve que j'enregistre le 19 juillet 2024, et c'est hier que j'ai eu la chance et le bonheur de voir une augmentation du cours de bourse de MIPS,
passé de 410 couronnes suédoises avec une ouverture à 505, avec une petite baisse qui a été assez rapide et puis une remontée et qui aujourd'hui est partie en tendance haussière. Donc je vous cache pas que c'est avec plaisir qu'on est bien en place sur cette action. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi j'aurais bien voulu l'acheter et où je l'ai et qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, on va la regarder dans une unité de temps différente. On va aller regarder tout de suite ce qui s'est passé sur MIPS, mais dans les bougies horaires. Donc on retrouve tout de suite notre graphique en unité horaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert ici, ça a accéléré. Alors on va dire ça a baissé immédiatement, ça a vendu très rapidement. C'est les gens qui avaient acheté ici qui ont dit « Ah super l'aubaine, je vends, je vends, je vends ». Mais il y a eu des acheteurs très rapidement qui se sont achetés et on a clôturé au-dessus du prix de l'ouverture. Ça c'est très important, j'agrandis pour que vous compreniez bien. Et à partir de ce moment-là, alors il y a eu un mouvement ici baissier, ça a été racheté. Mais si vous regardez bien en unité de temps horaire, le dossier n'est pas baissier. J'ai envie de vous dire, tout simplement, on va faire du graphique sur 1 heure et il n'y a strictement aucun problème sur un graphique comme ça. La tendance est claire, le dossier est acheté, il y a toujours des acheteurs et c'est ça qu'il faut regarder. C'est absolument ça qu'il faut regarder. Ça, c'est la première chose à voir. Moi, je vous cache pas que j'ai renforcé à l'ouverture quand j'ai appris la news, j'en ai mis une couche et les abonnés de Dynamic Invest en ont profité aussi. Et je vous cache pas que je pense qu'on va en profiter encore dans les jours qui viennent. Voilà pour MIPS. Ça, c'est un gap haussier qui a subi une continuation, je dirais, et qui était une opportunité. Donc, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont peur de ce type de gap-là, vous posez-vous les bonnes questions parce que c'est très intéressant. Je vous dis quand même, entre 505 ici et puis l'accélération qu'il y a eu là, il y a encore eu 10% de fait pour les traders très court terme. Donc ça, c'est très intéressant. Puis pour les investisseurs, je peux vous certifier que le dossier, il y a de grandes chances que ce soit un gap de rupture vu la news. Mais là, par contre, il faut comprendre les news et là, il faut se former parce que je peux pas vous aider à travers une vidéo. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec un autre dossier qui a fait aussi un gap et qui, lui, ça s'est pas passé de la même manière. Et voici la société Sered. C'est une société suédoise. Vous savez que j'adore la Suède. Et nous avons eu une valeur qui a eu un décalage de prix très important entre ce niveau de prix ici et ce niveau de prix ici. On est passé très simplement du soir au matin de 45 à 49, presque 50 couronnes suédoises. Et à vrai dire, et vous voyez bien que ça s'est pas passé de la même manière. Et tout simplement, on va aller voir nos bougies horaires, voir nos bougies quart d'heure. Vous allez voir que tout s'explique dedans. Donc voilà le prix ici quand on a réouvert l'action le lendemain matin. Et tout de suite, il y a eu de la vente. Il y a eu un rachat. Et vous voyez, ça a buté au même niveau de prix. Et puis ensuite, ça a dévalé. Alors là, il y a un bug. Je vous dis tout de suite, cette bougie-là n'existe pas. C'est une bougie, on est rendu à ce niveau de prix. On est en train de reboucher le gap. Le gap est complètement rebouché. Donc à partir de ce moment-là, c'est un mouvement de prix qui a été, je dirais, très éphémère. Donc c'est dans le tout début de l'action de la valeur que l'on voit ce qui se passe. Vous voyez bien que ça baisse, que ça remonte, mais franchement, il y a eu de la chance là. Là, il y a eu de la chance de vous retrouver une possibilité de vendre. Mais vous voyez bien que c'est parti à la baisse. Sur ce dossier-là, il n'y avait rien à obtenir. On va aller voir dans les bougies 15 minutes. Vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, il y avait déjà beaucoup d'enseignements sur le sujet. Là, regardez bien cette bougie. Ici, ça remonte, etc. On clôture la première heure, on descend, etc. Mais on voit bien que là aussi, ça va rebaisser. Tout simplement, voilà, c'était très simple. Sur ce dossier-là, vous aviez tous les éléments qui étaient réunis pour vous dire, l'une, elle est peut-être encore à acheter et il ne faut pas la vendre. Et l'autre, il faudrait peut-être vendre parce que ça n'a pas l'air de vouloir se présenter et c'est vraiment très 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 souvent comme ça que ça se passe quand vous avez un gap. Très rapidement, c'est rebouché ou ça continue. Si vous savez pas lire les news, en tout cas, essayez de profiter de ces mouvements graphiques et vous verrez qu'ils sont très intéressants. Ces mouvements de continuation ou ces mouvements de refoulement qui fait qu'il y a vraiment plus d'acheteurs que de vendeurs ou plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors pour les gaps de continuation, ce qu'on a vu, c'est dans une tendance, on a un trou de cotation puis ça continue. C'est exactement le même raisonnement. Vous allez voir que c'est un gap de continuation assez rapidement dans la première heure qui suit et vous allez rapidement vous rendre compte que ce gap a de bonnes chances de pas être rebouché. Puis c'est aussi un moyen de vous dire si ça rebouche, je suis peut-être invalidé dans mon trade. Et en tout cas, vous pouvez aussi vous dire, je suis en train de renforcer ma position, je dirais, investisseur de telle manière à ce que vous puissiez profiter d'une tendance à long terme. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il est intéressant sur les gaps de continuation de se comporter de la même manière que ce que vous avez vu ici sur les valeurs, sur les actions que je vous ai présentées avec des gaps de rupture. En ce qui concerne le gap d'essoufflement, comme vous l'avez vu, c'est une rupture, c'est une fin de tendance, on va dire, c'est la fin d'une tendance haussière, puisqu'on est dans le cadre d'une tendance haussière, et c'est un moment d'allègement. C'est un moment où vous pouvez considérer que vous avez fait le gros de votre trade. Alors certains ont tendance à saucissonner leur trade, donc n'hésitez surtout pas dans le cadre de cette stratégie-là à dire, voilà, je vends un quart, la moitié, trois quarts, 90% de mes actions à ce moment-là, puisque le gros de la tendance est fait, et de garder la partie que vous avez prévue selon vos
votre stratégie, celle que vous avez mis en place précédemment. Ensuite, donc, vous avez les gaps communs. Les gaps communs, comme vous l'avez vu, c'est un peu globi-boulga, c'est généralement sans tendance, c'est au milieu d'un range. Ce qu'il faut, vous pouvez les reconnaître très facilement, on va dire, c'est quand vous n'avez pas de tendance, vous n'avez vraiment strictement rien, vous avez deux petites bornes de 5 ou 10%, et puis ça gigote, puis il y a parfois un petit gap au milieu de ça. Ça n'a aucun intérêt, il faut vérifier les news, s'il n'y a pas de nouvelles particulières, si le marché n'a rien de particulier, ou il se passe rien de particulier sur le secteur, sincèrement, c'est des gaps qui sont sans intérêt. Il n'y a pas à être acheteur, il n'y a pas à être vendeur. Si vous êtes dedans, faut conserver. Si vous êtes pas dedans, faut pas acheter. Ça n'a aucun intérêt d'être, je dirais, avec une prise de décision sur ce type de gap. Il faut mieux intéresser à ceux que je vous présentais précédemment. Pour le gap dû aux OPA, vous savez la réponse. Il faut vendre. Pour les AK, j'ai envie de vous dire, faut pas être dedans, faut pas être acheteur. Moi, j'ai envie de dire, c'est des actions qu'il faut fuir. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, si vous étiez dedans, si par hasard vous en avez une, j'ai envie de vous dire, globalement, de manière fondamentale, faut pas rester dans ces valeurs-là. Comme je vous disais, les valeurs avec des regroupements d'actions n'existent pas dans mon environnement, donc j'ai envie de vous dire, ça doit même pas exister dans le vôtre. Il y a une vidéo spécifique sur le sujet, l'indice MDR. Profitez-en, prenez ces valeurs-là, mettez-les dans une liste noire. C'est triste, mais c'est comme ça, ces actions-là, il faut absolument pas les avoir en portefeuille, il faut même pas les regarder. En ce qui concerne les splits, donc le regroupement d'actions, vous avez parfois des brokers qui n'annulent pas les stop loss qui ont été mis en place par les investisseurs, souvent les particuliers, qui fait que quand vous avez le split, au moment du split, vous avez la valeur qui passe de 1000 à 100, vous avez tous les stops qui se déclenchent, qui étaient eux à 950, ils se déclenchent à 100 et évidemment ils lancent une salve de vendeurs sur un marché qui n'a pas spécialement d'acheteurs. Donc généralement vous avez une baisse très court terme. Alors là je vais vous dire, les traders profitent de ces situations-là, ils récupèrent tout ça et ça rebondit un tout petit peu et ils revendent et ils gagnent des très court terme, mais bon voilà, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui en profitent et qui sont vraiment des professionnels de ces stop loss qui sont déclenchés et qui vous permettent, qui vous font croire vous que vous allez vous sauver d'un drame absolu, mais on va dire qui vous fait perdre de l'argent et d'autres savent très bien comment en gagner sur ces gaps-là. Alors évidemment, le gap en lui-même entre 1000 et 100 n'existe pas puisque c'est bien un découpage d'actions et tous les graphiques vont être mis à jour, qu'on soit très clair, tous les graphes vont être redescendus au niveau du split, donc il n'y a strictement pas de gap dans l'histoire de la valeur, vous les reverrez pas, c'est au moment de l'opération que vous avez ce trou et que vous voyez que ça a bien divisé par 10, c'est ça qui peut vous stresser. Et puis il y a le dernier gap, le gap des dividendes. Alors ça, ce gap des dividendes, c'est un gap très particulier qui déclenche aussi des stops qui font baisser le cours, souvent avec une tendance un peu baissière, ça engage une tendance baissière, ça peut parfois casser, je dirais, une tendance neutre ou une tendance haussière, puis ça casse à la baisse, et puis du coup, ça lance une tendance baissière, donc ça deviendrait un gap de rupture, ce qu'on a un peu vu d'ailleurs dans ce que nous avons aperçu comme exemple avec OEG Autoliners, mais à vrai dire, ces gaps sont toujours bouchés, hormis vraiment de rares exceptions, mais sinon, ces gaps sont bouchés, donc c'est vraiment des opportunités pour les traders, je dirais, court terme, ou pour des gens qui font du swing trading, de pouvoir profiter de ces actions-là pour pouvoir aller récupérer le niveau de prix précédent qui fait que ils vont gagner 5, 6, 7%. Bon, OEG Autoliners, c'était beaucoup plus important, mais il faut avouer que c'est un dossier absolument hors du commun. Alors, je vous avais promis mon sentiment sur tous ces gaps. Et écoutez, très simplement, il y a des gaps qui, comme vous l'avez compris, n'ont aucun intérêt. Ce sont les gaps communs, ainsi que certains gaps techniques, comme on a dit, mais que je ne connais même plus dans mon environnement. Et puis, ça, ils sont dus à des news. Donc, les news, il faut juste les lire. Et donc, vous avez un grand lien entre la notion de news, compréhension des news, et puis, je dirais, l'action qu'on doit avoir en fonction de ces news-là. Ça, c'est la première des choses de mon sentiment. Mon deuxième sentiment, c'est qu'il faut s'intéresser à 3 types de gaps. Les 3 gaps qui sont intéressants, c'est le gap de rupture, le gap de continuation et le gap d'essoufflement, puisque nous sommes quand même sur les marchés pour chercher des tendances, pour avoir acheté un niveau de prix et vendre à un autre niveau de prix. Évidemment, on cherche à vendre plus haut. À partir de ce moment-là, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser qu'à cela. Évidemment, là, je vous parlais dans la tendance haussière, mais aussi dans la tendance baissière, de telle manière à bien comprendre que si un marché a fait un gap baissier, sachez qu'il y a quand même la loi des séries qui fait que souvent un gap baissier va en provoquer un autre moment. Ne vous étonnez jamais qu'une société ne remonte pas et ne bouge pas son gap. Si elle bouge pas son gap, c'est qu'elle veut aller plus bas et qu'il y a une vraie tendance qui s'est mise en place à la baisse. Donc finalement, quand on y réfléchit bien, les gaps sont des notions qui sont assez difficiles. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Pour les nouveaux, je dirais qu'il faut les regarder avec distance, essayer de les apprendre, d'essayer de les comprendre, et puis surtout s'intéresser aux news. Et puis évidemment, pour comprendre toutes les news, je pense qu'il faut vraiment se former aux techniques financières, à la finance, aux fondamentales, de telle manière à comprendre si le dossier va monter, baisser. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, je m'amuse vraiment comme un petit fou quand j'achète une valeur qui prend un gap haussier de 25%. Moi, j'hésite pas à acheter.
Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans les particuliers français qui savent le faire. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les techniques de compréhension des marchés financiers, eh bien, je vous invite à découvrir la formation que je propose, une formation coachée. Tout est en description dans la vidéo et vous pourrez apprendre, si vous le souhaitez, la stratégie des poupées russes, une stratégie qui associe l'analyse technique et l'analyse fondamentale, de telle manière à ce que vous puissiez devenir autonome sur les marchés financiers. Et puis, si vous voulez continuer à vous éduquer sur cette chaîne, n'hésitez pas à voir les vidéos qui se trouvent ici, qui sont tout le programme Débuter en bourse qui vous propose un ensemble de vidéos sur un ensemble de connaissances. Il s'alimente régulièrement et vous pouvez aller cliquer dessus pour découvrir toutes les vidéos éducatives de cette chaîne. Puis si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose, vous avez une vidéo juste ici à votre disposition. Voilà, je vous souhaite tous plein de plus-values sur les marchés financiers et je vous dis à bientôt.